Vous savez, je trouve que l'équerre en sac c'est plutôt bon et que le Temple de l'eau est l'un des meilleurs donjons d'Ocarina of Time. Souvent les gens disent que j'ai des goûts de chiottes et c'est souvent assez compliqué de les contredire. Alors, vous imaginez bien que quand en 2016 un réalisateur s'est humblement proposé pour suriner un de mes mangas préférés, j'étais content. J'étais content parce que je voyais en ce film l'occasion parfaite de montrer au monde que oui, les live action ça peut être cool. 5 ans après sa sortie, force est de constater que c'est pas franchement l'effet qu'a eu le film sur son public. Salut à tous, je suis Hans Spinner et aujourd'hui on parle d'adaptation, de bonnes idées, de mauvaises idées et de grosses daubes. Aujourd'hui, on parle de Death Note par Netflix. Death Note est à la base un manga dessiné par Takeshi Obata et scénarisé par Tsugumi Ohba. Il a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump entre 2003 et 2007 et est rapidement devenu un des plus grands succès du magazine à tel point qu'il jouit aujourd'hui d'un statut d'œuvre culte et que je doute fort d'avoir besoin de vous le présenter, même si c'est ce que je viens de faire. Death Note est vite devenu un turbo classique des années 2000. Avec un scénario impeccablement ficelé, un rythme très bien géré et un ton mature donnant lieu à des scènes d'une intensité rare, c'est encore aujourd'hui l'un des premiers titres qu'on cite lorsqu'on veut montrer que non, les mangas, c'est pas juste de la baston décérébrée. En bref, en manga ou en animé, Death Note c'est juste excellent, quel que soit le support. Puis il y a eu le film. Je parle ici du live action produit par Netflix. Sorti en 2017, il était attendu à peu près de la même manière qu'un charte de la Gay Pride dans une manif d'extrême droite. Tout le monde n'avait hâte que d'une chose, mater le film pour lui éclater la gueule. C'est exactement ce qui s'est passé et sincèrement, je trouve ça dommage. Quoi, tu veux dire que l'homophobie c'est pas bien ? Non, je veux dire que le film est certes éclaté, mais il y a eu quelques bonnes idées et ce serait dommage de passer à côté. Enfin non, l'homophobie c'est pas bien, mais c'est pas ce que je veux. Le film s'ouvre sur des plans qui nous font subtilement comprendre qu'on est au Cambodge. Et non, perdu, on est aux États-Unis. On fait la connaissance de Light Turner, un mec qui vend des devoirs de maths pour 10 balles no noob no arnaque, posé astucieusement de sorte à pouvoir zioter Mia, la meuf cool de son campus. Regardez, elle est tellement cool qu'elle fume. Titre du film, grosse tempête, un cahier tombe du ciel et atterrit au pied de Light, qui le ramasse et court se mettre à l'abri, mais se fait casser la gueule par Kenny. Non, pas lui, lui. Une prof le retrouve KO avec sa vingtaine de devoirs éparpillés, et il se fait coller. Là, il s'intéresse au cahier qu'il a ramassé, le Death Note, dans lequel est inscrit un mode d'emploi. La personne dont le nom est écrit meurt pour peu que celui qui l'a fait connaisse son visage, et il peut en plus décider de la cause de la mort et manipuler sa victime. Light, comme toutes les personnes qui ont bossé sur ce film, n'a de toute évidence pas lu le manga et est très surpris de voir Ryuk, dieu de la mort et ancien propriétaire du Death Note, débouler dans la salle pour lui dire qu'il se faisait beaucoup chier et que c'est pour ça qu'il lui a filé son cahier. En bon élève collé, Light se faisait aussi beaucoup chier et s'empresse d'essayer son nouveau jouet sur Kenny, qui, par chance, se trouvait pile sous sa fenêtre et, par malchance, se fait décapiter comme il l'avait écrit. Et non, je ne ferai pas cette blague. Light rentre chez lui, s'engueule avec son daron qui est flic et « Oh mon dieu, ils ont tué Kenny !» Durant la dispute, on apprend que sa mère s'est faite tuer et que le meurtrier est toujours libre et vivant, chose que Light s'empresse de corriger avec le cahier. Le lendemain, il retourne stalker Mia, la meuf cool du bahut, qui va lui taper la discute et lui demander c'est quoi le cahier chelou qu'il a dans les mains. Light est pas très chaud pour lui avouer qu'il est un tueur en série et va donc mentir en disant que I can't tell you. Okay. Do you really want to know? Light est donc très chaud pour lui avouer qu'il est un tueur en série et va tout balancer à Mia, qui l'incite à utiliser le cahier pour punir tous les criminels. Ils se mettent ensemble, commencent leur extermination entre amoureux et pour perpétuer la tradition des génocidaires qui se donnent un surnom, ils se font appeler Kira. Seulement, tuer des centaines de milliers de personnes, ça plaît pas à tout le monde, et encore moins au meilleur détective de la Terre, j'ai nommé L. Ce dernier se met en chasse avec Interpol pour essayer d'arrêter Kira et... Attendez une minute... En réalité, c'est moi, elle. Mais ils ont pas du tout respecté le perso depuis quand elle y porte des pulls. Bref, elle est méga trop fort parce qu'il comprend que Kira est aux États-Unis, qu'il a besoin du nom et du visage de ses victimes pour les tuer, qu'il a un lien avec la police et qu'il est grand temps de faire avancer l'intrigue. Il met un coup de pression à Kira, envoie des agents du FBI enquêter sur des suspects, mais ils se font tous mystérieusement descendre sans que Light ne l'ait voulu. Suite à ça, le daron de Light fait un speech à visage découvert pour provoquer Kira pendant qu'un figurant se retient très fort de péter. Mais comme le daron se fait pas tuer, elle comprend que Light et Kira et va le voir à l'improviste pour lui remettre la pression. Même s'il est pas très chaud pour tuer des innocents, Light se dit qu'il serait plus tranquille sans crackhead autiste pour lui coller au basque et essaye de trouver le vrai nom de elle. Pour ça, il veut manipuler Watari, le bras droit de elle.
Donc il écrit Watari dans le Death Note, mais évidemment ça fonctionne pas, puisque Watari est un pseudo, que c'est même pas un nom complet, et que de toute façon Light ne l'a jamais vu, donc ne connaît même pas son vie. Non je déconne, ça fonctionne. Donc, ça fonctionne, sauf que même Watari ne connaît pas le vrai nom de L. Pas de panique, Light avait prévu le coup et accordé un délai de 48 heures avant que la mort ne frappe. Watari part alors enquêter pendant 2 jours pour trouver l'identité de L, mais ce dernier pète un câble en constatant la disparition de son père de substitution et probablement vendeur de crack. Il va alors menacer Light, qui avait prévu de laisser vivre Watari en brûlant la page du Death Note, ce qui aurait annulé son effet. Pendant ce temps, notre caricature de japonais préféré galère à trouver le nom de L. Au bout des 48 heures, Light se décide malgré tout à brûler la page, mais surprise, elle a été arrachée. Watari crève donc tout seul dans son coin et Light comprend que c'est Mia qui est derrière tout ça, que c'était aussi elle qui a buté les agents du FBI et qu'en plus de ça elle a écrit son nom dans le Death Note pour lui forcer à lui donner le cahier sans quoi il mourra. Réalisant ça, Light se précipite je ne sais où pour brûler la page... Non ok, il va sur internet pour noter des noms de criminels et après il brûle la page... Non, ok. Il donne rendez-vous à Mia sur la grande roue et il va en comptant sûrement brûler la page en chemin, mais il se fait courser par un L plutôt chafouin et complètement en manque après la mort de Watari. S'ensuit une course-poursuite assez osef, si ce n'est que bordel, ils ont gardé une prise où L se pète la gueule. Elle se fait réellement péter la gueule 15 secondes plus tard et Light par pitié brûle cette putain de page. Light retrouve donc Mia à la grande roue. Ils montent dedans, se font encercler par la police pour aucune raison, et la confrontation finale entre les deux masterminds de cette histoire commence. Elle. Kira. Où que tu sois, je te retrouverai et je te tuerai parce que je suis la justice. Lors de cette lutte psychologique au sommet, Light avoue avoir écrit le nom de Mia dans le cahier, comme ça il a un moyen de pression sur elle pour lui faire brûler sa page. Mais bordel de merde, brûle-la toi-même ta putain de page. Malheureusement, la grande roue s'effondre, Mia meurt dans le seul plan visuellement intéressant du film, Light survit en tombant dans l'eau, la page brûle... On comprend que Light avait tout manigancé avec un plan trop compliqué pour que je l'explique, Ryuk fait une référence au manga et fin. Vous l'aurez compris, ce film est une vraie merde. Le scénario est blindé d'incohérences, les personnages creux comme pas permis, le film aussi en permanence entre sa volonté de respecter l'histoire originale et celle de faire quelque chose de neuf, donc se plante fatalement sur les deux tableaux, et il se paye en plus le luxe d'avoir suffisamment de budget pour mettre des scènes gore de mauvais goût. Bon, en bref, c'était pas bien. Mais plus que pas bien, c'était frustrant. Vous vous doutez bien que si j'ai décidé de reparler de ce film 5 ans après sa sortie, c'est pas pour le plaisir de tirer sur une ambulance en feu qui pisse le sang. Pas que. Parce qu'à y regarder de plus près, il y avait des bonnes idées et je pense globalement de bonnes intentions derrière ce film. Et ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il est souvent descendu par les fans pour les mauvaises raisons. Un peu comme si le président de la Fédération Française de Football se faisait dégager non pas pour avoir couvert du harcèlement, mais parce qu'il a mal parlé de Zidane. Hein quoi ? Soyons clairs, si pour vous une bonne adaptation c'est coller le plus que possible aux matériaux d'origine, alors ce film est probablement l'une des pires adaptations à avoir vu le jour. Déjà parce que, on y reviendra, il change beaucoup d'éléments par rapport au manga, mais surtout parce que ce qu'il reprend, il le fait de façon catastrophique. Typiquement, le scénario. C'est plus ou moins le même que dans la première partie du Death Note original. Le problème, c'est que cette première partie dans le manga, elle fait 6 tomes, alors que le film ne fait qu'1 heure et demie. Comment on fait ? Ça donne rien d'autre qu'une version ultra rushée, plate et bien moins claire de l'histoire originale, en charcutant au passage l'un de ses piliers, ses personnages. Et ça, c'est plus qu'handicapant. Il faut bien comprendre que si on parle de Death Note comme d'un manga psychologique, c'est pas pour rien. Puisque le lecteur sait déjà qui est le tueur de masse. Son implication dans le récit ne dépend pas tant de cette révélation comme dans un thriller classique, mais davantage de l'évolution des pensées des personnages et des suspicions qu'ils se portent. Concrètement, l'histoire s'articule énormément autour de la relation entre elle et Light, des convictions et des doutes qu'ils ont l'un sur l'autre. A l'origine, Death Note c'est vraiment un duel à mort entre deux personnages qui s'opposent tout en étant au final très proches. Au fond, ce sont deux génies égocentrés persuadés d'avoir la seule vision de la justice valable, et qui se croient en droit de tout faire pour l'imposer. C'est fascinant dans le manga, mais dans le film ça passe à la trappe. On n'a pas le temps de s'attarder sur les personnages et encore moins de détailler leurs relations. Du coup, pour éviter que l'absence quasi totale de parallèle entre elle et Light ne se voit trop alors que de base l'histoire repose dessus, les scénaristes ont dû se sentir obligés de faire quelque chose que beaucoup considèrent comme criminel. Désunir les personnages en faisant de Light une grosse victime. Dans le manga, Light Yagami, parce que c'est son nom, c'est plus ou moins le mal alpha du game des lycéens japonais.
C'est un gosse de riche ultra social, BG, sportif, extrêmement intelligent et sûr de lui. Tout est fait pour nous montrer qu'il a un ascendant social et intellectuel sur la plèbe qu'il veut gouverner. Sauf que dans le film, on ne suit pas Light Yagami, mais Light Turner, le lycéen américain dont la mère a été tuée et qui se fait bolosser par plus ou moins tout le monde. C'est très cliché et très mal fait, mais personnellement, je trouve pas l'idée si déconnante que ça. Faire passer le personnage de génie du mal sûr de lui à mec frustré de la vie à qui on aurait confié un pouvoir trop grand, ça permet de le simplifier grandement tout en conservant la crédibilité de son souhait de punir les criminels. Exit les grands questionnements philosophiques sur la justice et le pouvoir que suscite l'œuvre originale, le film semble davantage s'attacher à une histoire à taille humaine, traitant plus volontiers de haine et d'amour. Et je suis pas sûr que ce soit uniquement parce que c'était trop compliqué de rester dans les thèmes abordés du manga. Je pense que c'est une volonté délibérée du film de se détacher du support original et que ça aurait pu être très intéressant. Ouvrir l'histoire sur des plans nous criant qu'elle ne se passe pas au Japon mais au Gabon, non, toujours pas aux États-Unis, c'est pas anodin. Ok, c'est fait avec la subtilité d'un bulldozer dans une crèche, mais une fois qu'on a ça en tête, on voit le film différemment. C'est toujours une grosse daube, hein, mais on comprend mieux où il veut en venir et les changements qu'il opère paraissent tout de suite plus intéressants. J'ai dit avant que les personnages étaient vraiment pas ouf et leurs relations terriblement creuses, mais je pense que le film tenait une idée assez intelligente en remodelant le trio de protagonistes comme il l'a fait. En y regardant de plus près, on se rend compte que le tocard, la meuf toxique et le toxico sont astucieusement liés en dehors du cadre de l'enquête sur Kira. Light et Mia sont plus que des associés du crime, c'est un vrai couple qui a sa propre dynamique, avec d'un côté le mec du père prêt à tout pour un peu d'affection, et de l'autre une meuf sincère dans ses sentiments, mais matrixée par le Death Note. C'est pareil pour Light et elle, si à la base pas grand chose dans leurs idéaux ou dans l'enquête ne les unit, le meurtre de Watari va rajouter de la culpabilité et de la rancœur dans leur relation, liant les personnages autrement que par leur simple rôle de policier et de meurtrier, en passant par le thème central du film, les émotions et leur importance dans les rapports humains. Parce que oui, je suis persuadé que c'était de ça dont voulait parler le film. Et je dirais même qu'à certains moments, c'était presque réussi. Il y a quelques scènes qui, émotionnellement, fonctionnent. Je pense notamment à celle-là où Light retrouve son père après que ce dernier a provoqué Kira à visage découvert et où ils se font un gros câlin. Elle est bien cette scène, on se rend parfaitement compte de son intensité émotionnelle et de ce qui se passe dans la tête des personnages à ce moment-là. Le père de Light se rend compte que son fils tient à lui et qu'il vient de risquer sa vie, tandis que Light sait que le fait d'avoir épargné son père revient quasiment à avouer sa culpabilité à elle, mais ne regrette rien. Et même si Light continue de cacher la vérité à son père et que les deux personnages ne vivent pas la scène de la même façon, ça reste un vrai moment de sincérité, clair et bien mis en scène, puisqu'aucun mot n'est prononcé, mais on la comprend quand même. Il y a quelques passages comme ça dans le film où le réalisateur semble émerger de son coma éthylique et essaye de faire passer des émotions au spectateur en parallèle de l'enquête sur Kira. Et là, vous avez peut-être tiqué et vous demandez sûrement, c'est quoi l'intérêt d'avoir centré l'histoire sur le Death Note si le plus important, il se passe à côté? L'interrogation est légitime, mais pas tout à fait juste. Reprenons notre trio de protagonistes. Leur relation, c'est plus ou moins ça. Mia sort avec Light. Elle le manipule pour utiliser le Death Note, pendant que lui l'admire en partie pour les convictions qu'elle a quant à la punition des criminels. Elle s'oppose à Light, d'abord par jeu, puis par rancœur envers lui suite à la mort de Watari. Voilà. Regardez bien ce schéma et... vous remarquez pas un truc? Il y a un point commun entre les sentiments de Mia, ceux de Light et ceux de elle. Le Death Note. Et ce point commun, il se retrouve pas juste chez les trois personnages principaux. En fait, quasiment toutes les relations du film peuvent se voir comme des conséquences directes ou non de l'utilisation du Death Note. Par exemple, au début de l'histoire, Light ne s'entend pas bien avec son daron, qu'il tient comme responsable de l'impunité du meurtrier de sa mère. Et paf, tu mets le Death Note dans l'équation, Light bute le meurtrier, dénoue le point de discorde entre eux et leur relation est beaucoup plus apaisée, voire sincère. Et moi, quand je vois ce schéma qui montre que le Death Note est au centre de tout mais n'est finalement qu'un prétexte pour faire interagir des personnages entre eux, bah je me dis un truc, Netflix, ils ont compris Death Note. Sûrement même bien mieux que la plupart des personnes qui leur cassent les couilles pour ce film de merde. Parce que le Death Note, quand bien même le concept est fascinant et extrêmement bien manipulé dans le manga, ça n'a jamais été qu'un prétexte. Un prétexte pour faire se confronter différentes visions du bien, du mal et de la justice et de l'hypocrisie de toutes les personnes qui prétendent avoir une vérité universelle sur ces sujets. Et même si ces thèmes ont été éclipsés par ceux de l'amour et de la haine, ils restent suffisamment généraux et liés au concept de Death Note pour faire quelques apparitions dans le film. Assez bien intégrés avec ça. Genre là, le père de Light est tout content de savoir que le meurtrier de sa femme s'est fait planter. You seem happy. Probably shouldn't be, but yeah, I am.
Mais 15 minutes plus tard, il engueule Light pour lui dire que tuer des criminels c'est pas bien. Ça passe assez inaperçu dans le film, mais je trouve que, mises ensemble, ces deux scènes sont intéressantes, et les questionnements qu'elles suscitent en filigrane auraient pu trouver leur place dans l'œuvre originale. J'irais même plus loin, il y a 3 idées qui n'ont pas à rougir à ce qui se fait dans le manga. Par exemple, la mort de Watari. Même si elle est amenée de façon complètement incohérente et stupide, elle reste narrativement très intéressante. Elle mène à une situation où tout le monde perd, que ce soit Watari, elle ou Light, et ce à partir de simplement 2 règles du Death Note, extrêmement simples mais bien utilisées. Quoi qu'il arrive, tu dois obéir au cahier, et tu ne peux annuler son effet qu'en brûlant la page. D'ailleurs, la réaction de elle à la mort de Watari est aussi intelligente. Ça a pu surprendre les lecteurs du manga de voir elle péter les plombs à ce point-là, mais en vérité c'est assez logique et plutôt bien amené dans le film. Elle est beaucoup plus névrosée dans le film que dans le manga, ce qui nous montre son instabilité, et Watari était un peu son seul point d'ancrage dans le réel, s'occupant de lui comme un père prendrait soin de son fils. C'est donc plutôt normal de le voir se transformer en gamin psychopathe. Et ce que je trouve encore plus intéressant dans l'écriture de elle, c'est les raisons qui ont poussé les scénaristes et l'acteur à l'incarner ainsi. Bon, on va parler de l'éléphant dans la pièce, oui elle est noire, et oui on s'en bat les couilles. Parce que je pense sincèrement que ce elle-là est l'une des rares réussites du film. Comme j'ai dit avant, elle est plus nerveux que dans le manga. Mais c'est pour une raison très simple, c'est que si tu prends le L du manga et que tu le fous tel quel dans notre monde, clairement il a pas la même aura. Pour conserver le côté bizarre et fascinant du personnage, il a fallu le modifier car clairement les codes du cinéma et de la bande dessinée ne sont pas du tout les mêmes. Les scénaristes ont donc renforcé son aspect névrosé et chaotique pour le rendre plus crédible incarné à l'écran. Et puisque, ne serait-ce que physiquement, il paraît plus instable, le moment où il vrille est d'autant plus cohérent et accepté par le spectateur. En bref, les scénaristes ne se sont pas contentés de recopier le L du manga dans un film. Ils ont pris conscience des modifications qu'allait entraîner le changement de média sur le personnage et des répercussions que cela allait avoir sur l'intrigue. Je trouve ça non ironiquement audacieux, très bien vu et intelligent de leur part. Parce que ça montre que les créateurs du film se sont posé une question. Une question qui d'ordinaire semble cruellement absente des productions de live action. Et je pense qu'on va conclure là-dessus. Quand le film est sorti, il a hérité du surnom Death Note Evolution, en référence au film Dragon Ball Evolution sorti en 2009, et qui lui est l'un des plus gros molars crachés à la gueule du manga et de la Japanimation. Le rapprochement était assez simple à faire. On a 2 live action nuls à chier, bourrés de clichés de culture américaine et prenant énormément de liberté avec le matériau d'origine. Pourtant, il y a pour moi une grosse différence entre ces 2 films qui fait que j'ai beaucoup plus d'affect pour l'un que pour l'autre et qui me fait dire que le sobriquet Death Note Evolution est pas si indiqué que ça. Cette différence, c'est la question que s'est posée le film Death Note, celle de l'adaptation. Quand on regarde les modifications qu'a fait Dragon Ball Evolution par rapport au manga qu'il adapte, on se rend compte qu'elles n'apportent quasiment rien et ne servent au final qu'à mettre en scène une histoire feignante et déjà vue. Il n'y a aucune réflexion par rapport au manga d'origine, et on pourrait juste dire que c'est un énième film d'action-aventure nul mais avec un skin Dragon Ball. Mais pour moi, ce serait pas vraiment juste de faire le même reproche à Death Note. Ok, il y a des grosses paresses d'écriture et des trucs impardonnables, mais je suis persuadé que les scénaristes ont essayé de tenir compte des spécificités de l'histoire originale et celles du nouveau média qu'ils allaient utiliser. J'ai déjà évoqué le rôle similaire du Death Note dans les 2 œuvres et l'incarnation réussie de elle à l'écran. Mais si pour moi il y a un personnage qui illustre les efforts de l'équipe derrière le film pour tenir compte du manga, c'est Mia. On n'en a pas trop parlé jusqu'à présent, mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont essayé de faire avec elle. Mia, c'est l'adaptation de Misa, la petite amie et complice de Light qui, même si elle est pas aussi conne que ce qu'on voudrait nous faire croire, reste un énorme boulet que va se colporter le protagoniste jusqu'à la fin du manga. Netflix a modifié le personnage pour le rendre plus autonome et moins soumis à Light, jusqu'à en faire l'antagoniste du récit. Et c'est pas juste un complot de la gauche wokiste pour rendre les personnages féminins plus intéressants en fiction. Pour moi, ça va plus loin que ça encore. À l'instar de elle, les modifications qui lui ont été apportées ont impacté son rôle dans le film. Elle a davantage l'ambition et la carrure qu'on peut attendre d'un antagoniste. Et la bonne idée du film, c'est d'en faire le plot twist final. Tout simplement parce que ça joue avec les attentes des spectateurs. Le film a pris en compte qu'une grande partie de son public avait déjà lu le manga, et avait en conséquence des idées préconçues de ce que serait son histoire et ses personnages. La plupart des spectateurs s'attendaient en conséquence à ce que Mia ne soit qu'un bout de viande un peu nunuche que le réalisateur agite sous leurs yeux, et qu'elle servirait pas à grand chose si ce n'est à brider Light. Je trouve le plot twist de « en fait c'est l'antagoniste » presque débilement génial, parce qu'en rematant le film, je me suis rendu compte qu'il y avait quasiment rien pour laisser penser qu'elle serait aussi conne ou passive que dans le manga. En fait, ce plot twist, sur lequel repose quasiment l'intégralité du film, fonctionne uniquement parce que les spectateurs ont des préjugés sur ce qu'ils vont voir en se basant sur ce qu'ils savent du manga.
Je vais pas m'attarder dessus parce que je pense pas que ce soit fait exprès, mais c'est exactement le même procédé qui est utilisé dans le light novel Death Note, qui, lui, est canon. Comme quoi, on s'éloigne pas tant que ça de la licence originale. En bref, pour moi Mia c'est le symbole de la bonne volonté du film dans sa démarche d'adaptation, même si elle n'a plus rien à voir avec ce qu'elle est dans le manga. Revenons à Dragon Ball Evolution. Faire de Goku un ado timide lambda n'a aucun sens, pas parce que c'est exactement l'inverse dans le manga, mais parce que ce changement n'ouvre aucune voie narrative ou artistique intéressante à exploiter et ne fait aucun lien entre les deux œuvres. En revanche, faire de Mia l'antagoniste est une idée assez bien vue pour les raisons que j'ai mentionnées plus avant. Les aficionados du manga sont surpris, et la liaison entre l'œuvre originale et l'adaptation se fait justement parce que la seconde est l'opposé de la première. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit plus tôt. Soyons clairs, si pour vous une bonne adaptation c'est coller le plus que possible au matériau d'origine, alors c'est que vous ne comprenez rien à rien. Une adaptation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nécessite forcément des modifications. Ce qui va faire la différence, c'est la nature de ces modifications et comment elles seront prises en compte. Et pour moi, à ce niveau-là, le film Death Note fait un travail d'adaptation bien plus notable que la quasi-totalité des autres productions live-action, quand bien même c'est l'un des pires. Si je devais résumer, pour moi ce film c'est un bon gros film de merde, mais une adaptation intéressante. Et est-ce que c'est pas ça le plus important au final? Parce qu'à l'aube du jour où Netflix s'apprête à massacrer mon manga préféré, j'ai envie d'être optimiste. Parce que vous le vouliez ou non, il y aura toujours des adaptations live-action, et même de plus en plus. Et que vous le vouliez ou non, l'industrie a besoin de ces expérimentations pour pallier ses échecs. Et aussi vrai que des grands scientifiques étudient l'homme au travers de merdes de dinosaures fossilisés, je souhaite que dans 10 ans s'épanouisse une magnifique fleur sur cet énorme tas de purin qu'est le film Death Note par Netflix. C'était Hans Spinner, je vous rends à vos occupations.